Bon, j'avais la dernière fois essayé de vous montrer comment dans l'ordolibéralisme se trouvait impliquée la nécessité d'une Gesellschaft politique, comme ils disent, d'une politique de société et d'un interventionnisme social à la fois actif, multiple, vigilant et omniprésent. Donc, économie de marché d'une part et politique sociale active, intense, interventionniste. Mais faut-il encore souligner avec soin que cette politique sociale n'est pas, dans l'ordolibéralisme, n'a pas pour fonction d'être comme un mécanisme compensatoire destiné à éponger ou annuler les effets destructeurs que pourrait avoir sur la société, sur le tissu, la trame sociale, la liberté économique. En fait, s'il y a interventionnisme social permanent et multiforme, ce n'est pas contre l'économie de marché, il y a contre-courant de l'économie de marché, mais c'est au contraire, à titre de condition historique et sociale de possibilité pour une économie de marché. C'est à titre de condition pour que joue le mécanisme formel de la concurrence, pour que par conséquent la régulation que le marché concurrentiel doit assurer puisse se faire correctement, et par conséquent, pour que ne se produisent pas les effets sociaux négatifs qui seraient dus à l'absence de concurrence. La Gesellschaft politique doit donc annuler non pas les effets antisociaux de la concurrence, mais annuler les mécanismes anticoncurrentiels que pourrait susciter la société, qui pourrait naître en tout cas dans le pays. Bon, c'était ça que j'avais essayé de souligner la dernière fois, et pour ce faire, enfin pour donner un contenu à cette Gesellschaft politique, je crois qu'il y a deux grands axes sur lesquels les ordolibéraux ont insisté. D'une part, la formalisation de la société sur le modèle de l'entreprise, et je vous avais indiqué l'importance sur laquelle on reviendra ensuite de cette notion d'entreprise. Enfin, il y aurait à faire toute une histoire de la notion à la fois économique, historique, sociale de l'entrepreneur et de l'entreprise, avec toute la dérivation qu'il y a eu de l'un à l'autre depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe. Bon, enfin, formalisation donc de la société sur le modèle de l'entreprise. Et le deuxième aspect, c'est celui dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la redéfinition de l'institution juridique et des formes de règles de droit qui sont nécessaires dans une société régulée à partir et en fonction de l'économie concurrentielle de marché. Bon, ce problème en gros du droit. Pour le situer un peu, je voudrais revenir à ce colloque Walter Lippmann dont je vous avais parlé il y a 8 ou 15 jours, je ne me souviens plus. Ce colloque Walter Lippmann, qui est donc dans l'histoire du néolibéralisme moderne, contemporain, un événement relativement important, puisqu'on y voit se croiser, à la veille exactement de la guerre 1939, le vieux libéralisme, si vous voulez, traditionnel, les gens de l'ordolibéralisme allemand comme Röpke, Rusthoff, etc., et puis les gens comme Hayek et von Mises, qui vont être les intermédiaires entre l'ordolibéralisme allemand et puis le néolibéralisme américain qui donnera l'anarcho-libéralisme de l'école de Chicago, Milton Friedman, etc. Bon, tous ces gens-là donc sont réunis, pas Milton Friedman, mais Hayek, Mises, etc., qui vont être les agents de transmission en quelque sorte. Tout ce monde-là est donc réuni en 1939 et le présentateur, l'organisateur de ce colloque était cet homme, vous savez, qui s'appelle Louis Rougier, qui a été un des rares et très bons épistémologues français de l'avant-guerre et qui est surtout connu dans l'histoire pour avoir été l'intermédiaire entre Pétain et Churchill dans l'été 40. Bon, et alors Louis Rougier est donc l'organisateur en l'été 39, mois de mai, je crois, juin 39, de ce colloque Walter Lippmann. Il présente l'ensemble du colloque et des différentes interventions qui vont se dérouler. Et sa présentation est, je dois dire, assez remarquable en ce qui concerne les principes généraux de ce néolibéralisme. Et voici ce qu'il dit à propos justement du problème juridique. Il dit « Le régime libéral n'est pas seulement le résultat d'un ordre naturel spontané
comme le déclaraient au XVIIIe siècle les nombreux auteurs des codes de la nature. Il est aussi le résultat d'un ordre légal qui suppose un interventionnisme juridique de l'État. La vie économique se déroule en effet dans un cadre juridique qui fixe le régime de la propriété, des contrats, des brevets d'invention, de la faillite, le statut des associations professionnelles et des sociétés commerciales, la monnaie et la banque, toutes choses qui ne sont pas des données de la nature, comme les lois de l'équilibre économique, mais des créations contingentes du législateur. Il n'y a dès lors aucune raison de supposer que les institutions légales, historiquement existantes à l'heure actuelle, soient, d'une façon définitive et permanente, les mieux appropriées à la sauvegarde de la liberté des transactions. La question du cadre légal le mieux approprié au fonctionnement le plus souple, le plus efficace, le plus loyal du marché a été négligée par les économistes classiques et mériterait de faire l'objet d'un centre international d'études pour la rénovation du libéralisme. Être libéral, ce n'est donc nullement être conservateur dans le sens du maintien des privilèges de fait résultant de la législation passée, c'est au contraire être essentiellement progressif, dans le sens d'une perpétuelle adaptation de l'ordre légal aux découvertes scientifiques, aux progrès de l'organisation et de la technique économique, aux changements de structure de la société, aux exigences de la conscience contemporaine. Être libéral, ce n'est pas comme le manchestérien, laisser les voitures circuler dans tous les sens suivant leur bon plaisir, d'où résulteraient des encombrements et des accidents incessants. Ce n'est pas comme le planiste. Fixer à chaque voiture son heure de sortie et son itinéraire, c'est imposer un code de la route, tout en admettant qu'il n'est pas forcément le même au temps des transports accélérés qu'au temps des diligences. Nous saisissons aujourd'hui mieux que les grands classiques. En quoi consiste une économie vraiment libérale? C'est une économie soumise à un double arbitrage, à l'arbitrage spontané des consommateurs, qui départagent les biens et les services qui leur sont offerts sur le marché au gré de leur convenance par le plébiscite des prix, et d'autre part, à l'arbitrage concerté de l'État qui assure la liberté, la loyauté et l'efficience du marché. Bon. Eh bien, dans ce texte, je crois qu'on peut trouver un certain nombre d'éléments. Mettons tout de suite de côté un certain nombre de propositions que les ordo-libéraux n'admettraient évidemment pas. C'est tout ce qui concerne le caractère naturel des mécanismes de la concurrence. Lorsque Rougier dit que le régime libéral n'est pas seulement le résultat d'un ordre naturel, mais qu'il est aussi le résultat d'un ordre légal, les ordo-libéraux diraient évidemment pas vrai. Pas vrai, l'ordre naturel, ce qu'on entend par ordre naturel, ce que les économistes classiques ou ceux du XVIIIe siècle en tout cas entendaient par ordre naturel, ce n'est rien d'autre que l'effet d'un certain ordre légal. Bon, laissons si vous voulez ces éléments qui sont à la charnière du libéralisme classique et du néolibéralisme, ou de cette forme-là de néolibéralisme, et passons plutôt aux éléments plus significatifs, plus propre au néolibéralisme qu'on trouve dans ce texte. Premièrement, je crois, alors il faut faire remarquer ceci, c'est que pour Rougier, comme d'ailleurs pour les ordo-libéraux, voyez que le juridique n'est pas pour eux de l'ordre de la superstructure. C'est-à-dire que le juridique n'est pas conçu par eux comme se trouvant dans un rapport de pure et simple expression ou instrumentalité par rapport à l'économie. Ce n'est pas l'économie qui purement et simplement détermine un ordre juridique qui serait dans un rapport à la fois de service et de servitude par rapport à l'économie. Le juridique informe l'économique, lequel économique ne serait pas ce qu'il est sans le juridique. Ceci veut dire quoi? Je crois qu'on peut repérer trois niveaux de signification. Premièrement, une signification théorique. La signification théorique, vous la voyez tout de suite, j'ai honte d'insister, ça veut dire que plutôt que d'opposer un économique qui serait de l'ordre de l'infra et un juridico-politique qui serait de l'ordre du super, il faut en réalité parler d'un ordre économico-juridique. En cela, Rougier et puis les ordo-libéraux s'inscrivent très exactement dans cette ligne si importante qui est celle de Max Weber. C'est-à-dire que eux, comme Max Weber, se situent en quelque sorte d'entrée de jeu
au niveau, non pas des forces de production, mais au niveau des rapports de production. C'est là qu'ils empoignent en quelque sorte d'une même main et l'histoire et l'économie, et le droit et l'économie proprement dit, et étudiant ainsi et se plaçant ainsi au niveau des rapports de production, ils ne considèrent pas que l'économique, ça soit un ensemble de processus auxquels viendrait s'ajouter un droit qui serait par rapport à ces processus plus ou moins adapté ou plus ou moins retardataire. En fait, l'économique doit être d'entrée de jeu entendu comme un ensemble d'activités réglées. Un ensemble d'activités réglées dont les règles ont des niveaux, des formes, des origines, des dates et des chronologies tout à fait différentes. Ces règles, ça peut être un habitus social, ça peut être une prescription religieuse, ça peut être une éthique, ça peut être un règlement corporatif, ça peut être également une loi. De toute façon, l'économique, ce n'est pas un processus mécanique ou naturel, ce n'est pas un processus que l'on puisse détacher, sauf par abstraction a posteriori, par abstraction formalisante. Sauf cette abstraction formalisante, l'économique ne peut être jamais considéré que comme un ensemble d'activités, et qui dit activité, dit forcément activité réglée. C'est cet ensemble économico-juridique, c'est cet ensemble d'activités réglées que Oyken appelle, alors là dans une perspective, si vous voulez, plus phénoménologique que weberienne, c'est cela qu'il appelle le système. Le système, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est un ensemble complexe qui comprend des processus économiques dont l'analyse proprement économique relève bien en effet d'une théorie pure et d'une formalisation qui peut être par exemple la formalisation des mécanismes de concurrence, mais ces processus économiques n'existent réellement dans l'histoire que dans la mesure où un cadre institutionnel et des règles positives lui ont donné ces conditions de possibilité. Voilà ce que historiquement veut dire cette analyse commune, enfin cette analyse d'ensemble des rapports de production. Historiquement, cela veut dire quoi ? Eh bien, cela veut dire que il faudrait se garder d'imaginer qu'il y a eu à un moment donné la réalité proprement et simplement économique du capitalisme ou du capital et de l'accumulation du capital, qui, avec sa nécessité propre, aurait bousculé les anciennes règles de droit, comme par exemple le droit d'aînesse, le droit de propriété, le droit féodal, etc., et puis qui aurait créé, par sa logique et ses exigences propres, et en quelque sorte sa poussée d'en dessous, qui aurait créé de nouvelles règles de droit plus favorables, que ce soit le droit de propriété, la législation de la société par action, le droit des brevets, etc. En fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut considérer que, historiquement, on a affaire à une figure singulière dans laquelle les processus économiques et le cadre institutionnel se sont appelés l'un l'autre, appuyés l'un l'autre, modifiés l'un l'autre, modelés dans une réciprocité incessante. Après tout, le capitalisme, il n'a pas été un processus d'en dessous qui a bousculé, par exemple, le droit d'aînesse. En fait, on ne peut comprendre la figure historique du capitalisme que si on tient compte du rôle qu'a joué effectivement, par exemple, le droit d'aînesse dans sa formation et dans sa genèse. L'histoire du capitalisme ne peut être qu'une histoire économico-institutionnelle. Bon. Et de là en dérivait toute une série d'études d'histoire économique, d'histoire juridico-économique qui ont été très importantes dans tout un débat théorique, mais aussi, et c'est là où je veux en venir, qui ont été importants d'un point de vue politique. Parce qu'il est bien évident que le problème de cette analyse théorique et historique du capitalisme et du jeu et du rôle qui a pu jouer l'institution juridique. Cette discussion, son enjeu, c'est bien entendu un enjeu politique. Cet enjeu politique, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. C'est tout simplement le problème de la survie du capitalisme, de la possibilité et du champ de possibilités qui s'ouvre encore au capitalisme. Parce qu'en effet, si on admet, si vous voulez, dans une perspective de type marxiste au sens très très large du terme, si on admet que ce qui est déterminant dans l'histoire du capitalisme, c'est la logique économique
du capital et de son accumulation. Vous comprenez bien qu'il n'y a en fait qu'un capitalisme, puisqu'il n'y a qu'une logique du capital. Il n'y a qu'un capitalisme, un capitalisme qui est défini par précisément la logique unique et nécessaire de son économie, et par rapport à ce capitalisme, on peut simplement dire que telle institution l'a favorisé ou telle autre l'a défavorisé. On a un capitalisme épanoui ou on a un capitalisme entravé, mais de toute façon, on a le capitalisme. Le capitalisme que nous connaissons en Occident, c'est le capitalisme tout court, modulé simplement par quelques éléments favorables ou défavorables, et par conséquent aussi. Les impasses actuelles du capitalisme, dans la mesure où elles sont finalement, en dernière instance, déterminées par la logique du capital et de son accumulation, eh bien, ces impasses sont évidemment des impasses qui sont historiquement définitives. Dès lors, autrement dit, que vous rattachez toutes les figures historiques du capitalisme à la logique du capital et de son accumulation, la fin du capitalisme est marquée par les impasses historiques qu'il manifeste actuellement. Bon. Mais si au contraire, ce que les économistes appellent le capital, ce n'est en fait qu'un processus relevant d'une théorie purement économique, mais que ce processus n'a et ne peut avoir de réalité historique qu'à l'intérieur d'un capitalisme qui, lui, est économico-institutionnel, alors vous comprenez bien que le capitalisme historique que nous connaissons n'est pas déductible comme la seule figure possible et nécessaire, n'est pas déductible de la logique du capital. En fait, on a historiquement un capitalisme qui a sa singularité, mais qui, à travers cette singularité même, peut donner prise à un certain nombre de transformations institutionnelles et par conséquent économiques, un certain nombre de transformations économico-institutionnelles qui ouvrent devant lui un champ de possibilités. Dans le premier type d'analyse, référé entièrement à la logique du capital et de son accumulation, un seul capitalisme et par conséquent bientôt plus de capitalisme du tout. Dans l'autre possibilité, vous avez la singularité historique d'une figure économico-institutionnelle devant laquelle, par conséquent, s'ouvre, si du moins on se donne un peu de recul historique et un peu d'imagination économique, politique et institutionnelle, un champ de possibilités. C'est-à-dire que nous avons là l'enjeu dans cette bataille autour de l'histoire du capitalisme, de l'histoire du rôle de l'institution et de l'institution du droit, de la règle dans le capitalisme. On a là en fait tout un enjeu politique. Pour reprendre les choses autrement, si vous voulez, pour les ordolibéraux, comment se présenter les choses? Au fond, si on fait une analyse un peu grossière, si vous voulez, et en se disant que leur problème à eux, c'était de démontrer que du capitalisme était encore possible, que le capitalisme ou une forme de capitalisme pouvait, que le capitalisme pouvait survivre à condition qu'on lui invente une nouvelle forme, et bien si on admet que c'est ça l'objectif final des ordolibéraux, on peut dire qu'ils avaient au fond deux choses à démontrer. Ils avaient premièrement à démontrer que la logique proprement économique du capitalisme, que cette logique du marché concurrentiel était possible et non contradictoire. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, c'est des choses que je vous racontais la dernière fois. Et puis il leur fallait montrer que cette logique étant en elle-même non contradictoire et par conséquent viable, d'autre part, il y avait dans les formes concrètes, réelles, historiques du capitalisme, un ensemble de relations institutionnelles, de relations juridico-économiques qui étaient telles que l'on pouvait, en inventant un nouveau fonctionnement institutionnel, dépasser des effets de contradictions, des impasses, des irrationalités caractéristiques de la société capitaliste et qui n'étaient pas dues à la logique du capitalisme, mais simplement à une figure précise et particulière de ce complexe économico-juridique. Vous voyez par conséquent que ces deux grands problèmes qui ont dominé la théorie économique d'une part et
l'histoire économique de l'autre ou la sociologie économique de l'autre en Allemagne était complètement liée. Un problème, c'était la théorie de la concurrence. Si les économistes de cette époque-là, Walras, Marshall en Angleterre, Wicksell en Allemagne, en Suède, et tous ceux qui les ont suivis, ont attaché tant d'importance à cette théorie de la concurrence, c'était parce qu'il s'agissait de déterminer si oui ou non le mécanisme formel du marché concurrentiel était contradictoire ou pas. Et il s'agissait également de voir dans quelle mesure ce marché concurrentiel conduisait ou non à des phénomènes susceptibles de l'annuler, à savoir le monopole. Bon, vous aviez ce paquet-là de problèmes qui est le paquet, si vous voulez, de la théorie économique. Et puis vous avez tout le paquet de problèmes, disons webériens, de l'histoire et de la sociologie économique, qui n'est en fait que l'autre aspect, ou la contrepartie de la première question, et qui est de savoir si effectivement on peut repérer dans l'histoire du capitalisme un ensemble économico-institutionnel qui peut rendre compte et de la singularité du capitalisme et des impasses, contradictions, difficultés, mélange de rationalité et d'irrationalité que l'on constate maintenant. Faire donc l'histoire du rôle, par exemple, de l'éthique protestante et des prescriptions religieuses qui lui étaient dédiées. Faire l'histoire de l'éthique protestante d'une part et faire la théorie pure de la concurrence, c'était deux aspects différents ou de manières complémentaires l'une de l'autre de poser et d'essayer de résoudre d'une certaine façon le problème de savoir si le capitalisme pouvait ou non survivre. Bon. Voilà un aspect, je crois, des choses et de ce texte de Rougier, tout ce par quoi, tout l'ensemble des propositions par lesquelles il essaie de montrer que le processus économique ne peut pas être dissocié d'un ensemble institutionnel, d'un ensemble juridique, qui n'en est pas simplement l'effet, qui n'en est pas simplement l'expression plus ou moins différée ou plus ou moins ajustée, et qui fait corps véritablement avec lui à l'intérieur d'un système économique, c'est-à-dire en gros d'un ensemble de pratiques économiques réglées. Bon, l'autre aspect du texte que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'aspect que l'on pourrait appeler interventionnisme juridique, et qui est la conséquence du premier. Si en effet on admet que ce à quoi on a affaire, ce n'est pas le capitalisme dérivant de la logique du capital, mais un capitalisme singulier constitué par un ensemble économico-institutionnel, eh bien, on doit pouvoir intervenir dans cet ensemble et intervenir de manière à s'inventer un autre capitalisme. Nous avons non pas tellement à poursuivre le capitalisme qu'à inventer un nouveau capitalisme. Mais où et par où va pouvoir se faire cette irruption de l'innovation à l'intérieur du capitalisme? Évidemment pas du côté des lois du marché, pas sur le marché lui-même, puisque par définition, comme le montre la théorie économique, le marché doit jouer de telle manière que ces mécanismes purs soient en eux-mêmes régulateurs de l'ensemble. Par conséquent, ne touchons pas à ces lois de marché, mais faisons en sorte que les institutions soient telles que ce soit bien ces lois de marché et elles seules qui soient le principe de la régulation économique générale et par là, par voie de conséquence, le principe de la régulation sociale. Par conséquent, aucun interventionnisme économique ou le minimum d'interventionnisme économique et le maximum d'interventionnisme juridique. Il faut, dit Oeken dans une formule qui est, je crois, significative, passer à un droit économique conscient. Et je pense que cette formule, il faut, si vous voulez, l'opposer terme à terme à ce qui serait la formulation marxiste banale. Dans la formulation marxiste banale, l'économique, c'est toujours ce qui a échappé à la conscience des historiens quand ils menaient leurs analyses historiques. Eh bien, pour Oeken, ce qui est l'inconscient des historiens, ce n'est pas l'économique, c'est l'institutionnel, ou plutôt, ce n'est pas tellement l'inconscient des historiens que l'inconscient des économistes.
Ce qui échappe à la théorie économique, ce qui échappe aux économistes dans leur analyse, c'est l'institution, et nous devons passer à un niveau de droit économique conscient, à la fois par l'analyse historique qui montrera en quoi et comment l'institution et les règles de droit interfèrent, ou plutôt conditionnent réciproquement, enfin ont des rapports de conditionnement réciproque avec l'économie, et par là prendre conscience des modifications possibles à introduire dans ce complexe économico-juridique. Alors, problème, qu'est-ce qui va pouvoir donner fondement à par où est-ce qu'on va pouvoir introduire l'ensemble des corrections et innovations institutionnelles qui vont permettre d'instaurer enfin un ordre social économiquement réglé sur l'économie de marché? Comment arriver à ce que les ordolibéraux appellent la Wirtschaftsordnung, l'ordre de l'économie? Eh bien, la réponse des ordolibéraux, et c'est à cela que je voudrais m'attacher maintenant, la réponse des ordolibéraux, c'est de dire, eh bien, c'est tout simplement l'innovation institutionnelle qu'il faut pratiquer maintenant, eh bien, c'est l'application à l'économie de quelque chose que dans la tradition allemande on appelle le Rechtsstaat et que les Anglais appellent Rule of Law. L'état de droit ou le règne de la loi. Bon. Et alors, c'est là où l'analyse ordolibérale va s'inscrire, non plus du tout dans la ligne, non plus du tout dans la ligne de cette théorie économique de la concurrence et de cette histoire sociologique de l'économie qui avait été définie, la première par Walras, Wicksell, Marshall, etc., et la seconde par Max Weber, vont s'inscrire dans toute une ligne de théorie de droit, théorie du droit de l'État, qui a été très importante dans l'histoire et de la pensée juridique allemande et des institutions allemandes. Bon, deux mots, si vous voulez, là-dessus. Qu'est-ce qu'on entend par Rechtsstaat, par cet état de droit dont vous avez sans doute, au moins par la lecture des journaux de l'année dernière, entendu bien souvent parler? L'état de droit. Bon, alors, je crois qu'il faut commencer très schématiquement. Là, vous me pardonnerez le caractère purement, complètement dépouillé, squelettique de ce que je vais vous dire. Au XVIIIe, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, apparaît dans la théorie politique et dans la théorie du droit allemand cette notion de l'état de droit. L'état de droit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il se définit à cette époque-là par opposition à deux choses. Premièrement, par opposition au despotisme. Le despotisme étant entendu, si vous voulez, comme un système qui fait de la volonté particulière ou générale d'ailleurs du souverain, qui fait de la volonté en tout cas du souverain, le principe de l'obligation de chacun et de tous à l'égard de la puissance publique. Le despotisme, c'est ce qui identifie à la volonté du souverain le caractère et la forme obligatoire des injonctions de la puissance publique. Et deuxièmement, l'état de droit s'oppose aussi à quelque chose de différent du despotisme et qui est le Polizeistaat, l'état de police. L'état de police, c'est quelque chose de différent du despotisme, même s'il arrive que concrètement l'un puisse recouvrir l'autre. Enfin, certains aspects de l'un puissent recouvrir certains aspects de l'autre. Le Polizeistaat, qu'est-ce qu'on entend par état de police? Ce qu'on entend par état de police, c'est un système dans lequel il n'y a pas de différence de nature, pas de différence d'origine, pas de différence de validité, et par conséquent pas de différence d'effet entre eux. D'une part, les prescriptions générales et permanentes de la puissance publique, en gros, si vous voulez, ce qu'on appellerait la loi, et puis d'autre part, les décisions conjoncturelles, transitoires, locales, individuelles de cette même puissance publique. Si vous voulez, le niveau du réglementaire. L'état de police, c'est ce qui établit un continuum administratif qui, de la loi générale à la mesure particulière, fait de la puissance publique et des injonctions qu'elle donne un seul et même type de principe et qui lui accorde un seul et même type de valeur coercitive. Le despotisme rabat donc, ou plutôt origine tout ce qui peut être injonction de la puissance publique dans la volonté du souverain et elle seule. L'état de police
établit, quelle que soit l'origine du caractère coercitif des injonctions de la puissance publique, il établit un continuum entre toutes les formes possibles d'injonction de cette puissance publique. Eh bien, par rapport et au despotisme et à l'état de police, l'état de droit va représenter l'alternative positive. C'est-à-dire que, premièrement, l'état de droit est défini comme un état dans lequel les actes de la puissance publique ne pourront pas prendre de valeur s'ils ne sont encadrés dans des lois qui les limitent par avance. La puissance publique agit dans le cadre de la loi et ne peut agir que dans le cadre de la loi. Ce n'est donc pas le souverain, la volonté du souverain, qui va être le principe et l'origine du caractère coercitif de la puissance publique, ça va être la forme de la loi. Là où il y a forme de la loi, et dans l'espace défini par la forme de la loi, alors la puissance publique peut légitimement devenir coercitive. C'est la première définition de l'état de droit. Et deuxièmement, dans l'état de droit, il y a une différence de nature, une différence d'effet, une différence d'origine entre les lois, qui sont les mesures générales universellement valables et qui sont en elles-mêmes des actes de souveraineté, et puis d'autre part, les décisions particulières de la puissance publique. Autrement dit, un état de droit, c'est un état dans lequel sont distingués dans leurs principes, dans leurs effets et dans leur validité, les dispositions légales d'une part, expression de la souveraineté, et les mesures administratives de l'autre. Bon, c'est en gros cela, cette théorie de la puissance publique et du droit de la puissance publique, qui a organisé à la fin du XVIIIe et au début du XIXe ce qu'on appelle la théorie de l'état de droit contre les formes de pouvoir et de droit public qui fonctionnaient au XVIIIe siècle. Cette double théorie du droit de l'état de droit, ou en tout cas, si vous voulez, les deux aspects de l'état de droit, l'un par opposition au despotisme, l'autre qui l'oppose à l'état de police, c'est cela que vous trouvez dans toutes les séries de textes du début du XIXe siècle. Le principal, et je crois le premier qui ait fait la théorie de l'état de police, c'est celui de Welcker, W-E-L-C-K-E-R, qui s'appelle les ultimes, die letzte Gründe du droit, les derniers principes du droit de l'État et de la punition. En 1813. Bon, je fais un bond en avant, enfin un petit bond en avant, et à la fin dans la seconde moitié du XIXe siècle, vous trouvez une autre définition de l'état de droit, ou plutôt une élaboration plus poussée de cette notion d'état de droit. L'état de droit apparaît à ce moment-là comme étant un état dans lequel il y a, pour chaque citoyen de cet état, des possibilités concrètes, institutionnalisées et efficaces de recours contre la puissance publique. C'est-à-dire que l'état de droit n'est plus simplement un état qui agit selon la loi et dans le cadre de la loi, c'est un état dans lequel il y a un système de droit, c'est-à-dire des lois, mais c'est-à-dire aussi des instances judiciaires qui vont arbitrer les rapports entre les individus d'une part et la puissance publique de l'autre. C'est tout simplement, si vous voulez, le problème des tribunaux administratifs. Alors, dans toute cette seconde moitié du XIXe siècle, vous voyez dans la théorie et dans la politique allemande se développer toute une série de discussions pour savoir si un état de droit, c'est un état dans lequel les citoyens peuvent et doivent faire recours contre la puissance publique à certains tribunaux spécialisés qui seront des tribunaux administratifs, chargés précisément de cette fonction d'arbitrage, ou si au contraire les citoyens peuvent faire recours contre la puissance publique devant les tribunaux ordinaires. Alors, un certain nombre de théoriciens comme Kneist par exemple estiment que le tribunal administratif
comme instance d'arbitrage entre l'État et les citoyens, la puissance publique et les citoyens est indispensable pour la constitution d'un État de droit, à quoi un certain nombre d'autres, comme von Baer par exemple, objectent qu'un tribunal administratif, dans la mesure où il émane de la puissance publique et où il n'est qu'une des formes au fond de la puissance publique, le tribunal administratif ne peut pas être un arbitre valable entre l'État et les citoyens, que c'est seulement la justice, l'appareil de justice, dans la mesure où celui-ci, réellement ou fictivement, serait indépendant de la puissance publique, c'est l'appareil de justice ordinaire qui pourrait arbitrer entre les citoyens et l'État. C'est en tout cas la thèse anglaise, et dans toutes les analyses que les Anglais font du rule of law, du règne de la loi, dans cette même époque, dans la fin du XIXe siècle, ils définissent clairement un État de droit comme un État dans lequel ce n'est pas l'État lui-même qui organise les tribunaux administratifs qui arbitreront entre la puissance publique et les citoyens, mais il y aura un État de droit lorsque les citoyens pourront, devant la justice ordinaire, introduire ces recours contre la puissance publique. Et les Anglais disent, si il y a des tribunaux administratifs, dès lors, on n'est pas dans un État de droit. Et la preuve pour les Anglais que la France n'est pas un État de droit, c'est que vous avez des tribunaux administratifs et c'est que vous avez un Conseil d'État. Le Conseil d'État exclut, aux yeux de la théorie anglaise, la possibilité, l'existence d'un État de droit. Bref, bon, voilà quelle est la seconde définition de l'État de droit, la possibilité d'arbitrage judiciaire par une institution ou une autre entre les citoyens et la puissance publique. C'est à partir de là que les libéraux vont essayer de définir ce qui serait la manière de rénover le capitalisme. Et cette manière de rénover le capitalisme, ça serait d'introduire les principes généraux de l'État de droit dans la législation économique. Cette idée de faire valoir les principes d'un État de droit dans l'économie, ça s'adressait concrètement, c'était une manière concrète de, bien sûr, récuser l'État hitlérien, encore que ça ne soit pas sans doute l'État hitlérien qui était visé en première instance dans cette recherche d'un État de droit économique, car à dire vrai, c'est tout l'État de droit, économique ou pas, qui avait été contesté et qui était de fait contesté dans la pratique hitlérienne, puisque l'État, justement, avait cessé d'y être un sujet de droit. Et que l'origine du droit, c'était le peuple et non pas l'État, et que l'État ne pouvait être rien d'autre que l'instrumentalisation de la volonté du peuple, ce qui excluait totalement que l'État puisse être sujet de droit, ou comme principe, entendu comme principe de droit, ou comme personnalité juridique que l'on pouvait convoquer devant un tribunal quelconque. Bon. En fait, cette notion, cette recherche d'un État de droit dans l'ordre économique, il visait tout autre chose. Il visait, en fait, toutes les formes d'intervention légale dans l'ordre de l'économie que les États, et les États démocratiques plus encore que les autres, pratiquaient à cette époque-là, à savoir l'intervention économique légale de l'État dans le New Deal américain, et dans les années qui ont suivi, dans toute la planification type anglais. Bon. Or, qu'est-ce que ça veut dire que d'appliquer le principe de l'État de droit dans l'ordre économique? Eh bien, je crois que ça veut dire, en gros, qu'il ne pourra y avoir d'intervention légale de l'État dans l'ordre économique que si ces interventions légales prennent la forme, et prennent seulement la forme, de l'introduction de principes formels. Il n'y a de législation économique que formelle. Voilà quel est le principe de l'introduction de l'état de droit dans l'ordre économique, les principes de l'état de droit dans l'ordre économique. Qu'est-ce que ça veut dire que les interventions légales devront être formelles? C'est Hayek
qui a, je crois, dans son livre Constitution de la liberté, défini le mieux ce qu'il fallait entendre par cette application des principes de l'état de droit ou du rule of law dans l'ordre économique. Au fond, dit Hayek, c'est très simple. L'état de droit, ou encore une législation économique formelle, c'est tout simplement le contraire d'un plan. C'est le contraire de la planification. En effet, qu'est-ce que c'est qu'un plan? Un plan économique, c'est quelque chose qui a une finalité. On cherche, par exemple, explicitement la croissance, ou on cherche à développer un certain type de consommation, un certain type d'investissement. On cherche à réduire l'écart des revenus entre différentes classes sociales. Bref, on se donne des fins économiques précises et définies. Deuxièmement, dans un plan, on se donne toujours la possibilité, en fonction même de l'existence de ces objectifs, d'introduire, à un moment qu'on jugera opportun, des corrections, des rectifications, des suspensions de mesures, des mesures alternatives, selon que l'effet cherché sera ou non atteint. Troisièmement, dans un plan, la puissance publique apparaît comme avec un rôle de décideur économique, soit qu'elle se substitue aux individus comme principe de décision, elle oblige par conséquent les individus à ceci ou cela, par exemple à ne pas dépasser tel niveau de rétribution, ou encore, elle joue le rôle de décideur en ceci qu'elle est elle-même un agent économique qui va investir, par exemple, dans les travaux publics, etc. Donc, dans le plan, la puissance publique joue le rôle de décideur. Enfin, dans un plan, on suppose que la puissance publique va pouvoir constituer un sujet susceptible de maîtriser l'ensemble des processus économiques, c'est-à-dire que le grand décideur étatique, ce grand décideur étatique est en même temps celui qui a une conscience claire, ou en tout cas qui doit avoir la conscience la plus claire possible de l'ensemble des processus économiques. Elle est le seul sujet de savoir valable, enfin non, le seul sujet, elle est le sujet universel de savoir dans l'ordre de l'économie. Voilà ce que c'est qu'un plan. On aura la possibilité de formuler un certain nombre de mesures de caractère général, mais qui devront rester entièrement formelles, c'est-à-dire qu'elles ne devront jamais se proposer une fin particulière. Ce n'est pas à l'État de dire il faut que l'écart des revenus baisse. Ce n'est pas à l'État de dire je voudrais que tel type de consommation augmente. Une loi dans l'ordre économique doit rester proprement formelle, c'est-à-dire elle doit dire aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Elle ne doit pas être inscrite à l'intérieur d'un choix économique global. Deuxièmement, une loi, si elle respecte dans l'ordre économique les principes de l'état de droit, une loi doit être conçue a priori sous forme de règles fixes et ne jamais être corrigible en fonction des effets produits. Troisièmement, elles doivent définir un cadre à l'intérieur duquel chacun des agents économiques pourra décider dans la mesure où décider en toute liberté, dans la mesure où justement chaque agent saura que le cadre légal qui est fixé à son action ne bougera pas. Quatrièmement, une loi formelle est une loi qui va lier l'État non moins que les autres, et cette loi par conséquent doit être telle que chacun saura exactement comment la puissance publique se comportera. Enfin, et par là même, vous voyez que cette conception de l'état de droit dans l'ordre économique exclut au fond qu'il y ait un sujet universel de savoir économique qui pourrait en quelque sorte surplomber d'en haut l'ensemble des processus, leur définir des fins et se substituer à telle ou telle catégorie d'agents pour prendre telle ou telle décision. En fait, l'État doit être aveugle au processus économique
Il ne doit pas être supposé savoir tout ce qui concerne, ou l'ensemble des phénomènes qui concernent l'économie. Bref, l'économie, pour l'État comme pour les individus, doit être un jeu. C'est-à-dire un ensemble d'activités réglées, nous revenons, vous voyez, à ce qu'on disait en commençant, un ensemble d'activités réglées, mais dans lesquelles les règles ne sont pas des décisions qui sont prises par quelqu'un pour les autres. C'est un ensemble de règles qui déterminent de quelle manière chacun doit jouer un jeu dont personne, à la limite, ne connaît l'issue. L'économie est un jeu et l'institution juridique qui encadre l'économie doit être pensée comme règle de jeu. Le rule of law et l'état de droit formalisent l'action du gouvernement comme un prestateur de règles pour un jeu économique dont les seuls partenaires et dont les seuls agents réels doivent être les individus, ou disons si vous voulez, les entreprises. Un jeu d'entreprise réglé à l'intérieur d'un cadre juridico-institutionnel garanti par l'État, c'est cela qui est le fondement, la forme générale de ce que doit être le cadre institutionnel dans un capitalisme rénové. Règles de jeu économique et non pas contrôle économico-social voulu. C'est cette définition de l'état de droit en matière économique, ou du rule of law en matière économique, que Hayek caractérise en une phrase que je crois très claire. Le plan, dit-il, qui s'oppose justement à l'état de droit, au rule of law, le plan montre comment les ressources de la société doivent être consciemment dirigées pour atteindre un but déterminé. Le rule of law, au contraire, consiste à tracer le cadre le plus rationnel à l'intérieur duquel les individus se livreront à leurs activités conformément à leur plan personnel. Ou encore Polanyi, dans Logique de la liberté, écrit « La principale fonction d'un système de juridiction, c'est de gouverner l'ordre spontané de la vie économique. Le système de la loi doit développer et renforcer les règles selon lesquelles opère le mécanisme compétitif de la production et de la distribution. » On va donc avoir un système de loi comme règle de jeu, et puis un jeu qui va, par la spontanéité de ces processus économiques, définir, manifester un certain ordre concret. Loi et ordre. Law and order. Ces deux notions, à propos desquelles j'essaierai de revenir la prochaine fois, et qui ont eu la fortune que vous savez dans la pensée de droite américaine. Ces deux notions ne sont pas simplement des notions slogan pour une extrême droite américaine butée et originaire du Midwest. Law and order, ça a originairement un sens très précis, qu'on peut d'ailleurs faire remonter bien au-delà de ce libéralisme dont je vous parle, puisque déjà au XIXe siècle, enfin, law and order, ça veut dire ceci: l'État n'interviendra jamais, et la puissance publique n'interviendront jamais dans l'ordre économique que sous la forme de la loi, et c'est à l'intérieur de cette loi, si effectivement la puissance publique se limite à ces interventions légales, que va pouvoir apparaître quelque chose qui est un ordre économique qui, lui, sera à la fois l'effet et le principe de sa propre régulation. C'est là l'autre aspect sur lequel je voulais insister à propos du texte de Rougier que je vous citais tout à l'heure. Donc, premièrement, il n'existe pas le capitalisme avec sa logique, ses contradictions et ses impasses. Il existe un capitalisme économico-institutionnel, économico-juridique. Deuxièmement, il est parfaitement possible dès lors d'inventer, d'imaginer un autre capitalisme différent du premier et différent de celui qu'on a connu et qui aurait essentiellement pour principe une réorganisation du cadre institutionnel en fonction du principe de l'état de droit et qui balayerait par conséquent tout l'ensemble de cet interventionnisme administratif ou légal
que les États se sont donné le droit d'imposer, que ce soit dans l'économie protectionniste du XIXe siècle ou que ce soit dans l'économie planifiée du XXe, c'est là le second aspect. Troisième aspect, eh bien, c'est forcément ce qu'on pourrait appeler la croissance de la demande judiciaire. Parce que, en effet, cette idée d'un droit dont la forme générale serait celle d'une règle de jeu que la puissance publique imposerait aux joueurs, mais ne ferait qu'imposer aux joueurs qui, eux, resteraient libres de leur jeu, eh bien, ceci implique, bien sûr, une revalorisation du juridique, mais aussi une revalorisation du judiciaire. Disons, si vous voulez encore, que au XVIIIe siècle, vous savez bien que l'un des problèmes du libéralisme avait été de renforcer au maximum un cadre juridique sous la forme d'un système général de lois s'imposant de la même façon à tous, mais du même coup. Cette idée du primat de la loi qui avait été si importante dans la pensée du XVIIIe siècle, ce primat de la loi impliquait une réduction considérable du judiciaire ou du jurisprudentiel dans la mesure où, en principe, l'institution judiciaire ne pouvait rien faire d'autre que d'appliquer la loi purement et simplement. Maintenant, au contraire, s'il est vrai que la loi ne doit être rien d'autre que règle de jeu, pour un jeu dont chacun reste maître quant à lui et pour sa part. À ce moment-là, le judiciaire, au lieu d'être réduit à la simple fonction de l'application de la loi, va acquérir une autonomie et une importance nouvelles. Concrètement, dans cette société libérale, où le vrai sujet économique, ce n'est pas l'homme de l'échange, ce n'est pas le consommateur ou le producteur, mais c'est bien l'entreprise. Dans ce régime économique et social, où l'entreprise, ce n'est pas simplement une institution, mais une certaine manière de se comporter dans le champ économique, dans la forme de la concurrence, en fonction de plans et de projets, avec des objectifs, des tactiques, etc., eh bien, vous voyez que dans cette société d'entreprise, plus la loi va laisser aux individus la possibilité de se comporter comme ils veulent dans la forme de la libre entreprise, plus dans la société vont se développer ces formes multiples et dynamiques caractéristiques de l'unité entreprise, plus en même temps, les surfaces de friction entre ces différentes unités vont être nombreuses et grandes. Plus les occasions de conflit, plus les occasions de litige vont se multiplier. Tandis que la régulation économique se fait spontanément par les propriétés formelles de la concurrence, en revanche, la régulation sociale, elle, la régulation sociale des conflits, des irrégularités de comportement, des nuisances provoquées par les uns sur les autres, etc., plus tout cela va demander un interventionnisme judiciaire qui devra se pratiquer comme arbitrage dans le cadre des règles de jeu. Multipliez les entreprises, vous multipliez les frictions, les effets d'environnement, et par conséquent, vous serez bien obligé, à mesure même que vous libérerez les sujets économiques et que vous les laisserez jouer leur jeu, plus vous les libérez, plus en même temps vous les détacherez du statut de fonctionnaire virtuel auquel les attachez un plan, et vous multiplierez forcément les juges. Moins de fonctionnaires, ou plutôt défonctionnarisation de cette action économique que les plans portaient avec eux, démultiplication de la dynamique des entreprises, et du même coup, nécessité d'instances judiciaires, ou en tout cas d'instances d'arbitrage de plus en plus nombreuses. Problème de savoir, mais ça, alors c'est une question, si vous voulez, de gestion et d'organisation, enfin c'est une question d'organisation, savoir si ces arbitrages devront effectivement s'inscrire à l'intérieur d'institutions judiciaires préexistantes, ou s'il va falloir au contraire en créer d'autres. C'est ça toute
l'ensemble, enfin, c'est un des problèmes fondamentaux qui se posent dans ces sociétés libérales où le judiciaire, où les instances, les nécessités d'arbitrage se multiplient, les solutions sont différentes dans un pays ou dans l'autre. J'essaierai de vous en parler la prochaine fois à propos de la France et des problèmes qui sont posés dans l'institution judiciaire française actuelle, problème du syndicat de la magistrature, etc. En tout cas, je voudrais, à propos de cette création d'une demande judiciaire intensifiée et multipliée, vous citez simplement ce texte de Röpke qui disait « Il convient maintenant de faire des tribunaux, beaucoup plus que par le passé, les organes de l'économie et de confier à leurs décisions des missions qui jusqu'à présent étaient confiées aux autorités administratives. En somme, plus la loi devient formelle, plus l'intervention judiciaire devient nombreuse. Et à mesure que les interventions gouvernementales de la puissance publique se formalisent davantage, à mesure que l'intervention administrative recule, dans cette même mesure, la justice tend à devenir un service public omniprésent, et doit devenir un service public omniprésent. Bon, je m'arrêterai là, si vous voulez, sur cette description du programme ordolibéral qui avait été formulé, qui a été formulé par les Allemands depuis 1930 jusqu'à la fondation et jusqu'au développement de l'économie allemande contemporaine. Je voudrais tout de même vous demander 30 secondes supplémentaires, enfin 2 minutes supplémentaires, pour vous indiquer, comment dire, un mode de lecture possible de ces problèmes. Donc, si vous voulez, l'ordolibéralisme projette une économie de marché concurrentiel accompagnée d'un interventionnisme social qui lui-même implique une rénovation institutionnelle autour de la revalorisation de l'unité entreprise comme agent économique fondamental. Bon, je crois qu'on a là, non pas simplement la conséquence pure et simple et la projection dans une idéologie ou dans une théorie économique ou dans un choix politique des crises actuelles du capitalisme. Il me semble que ce qu'on voit naître là, c'est pour une période peut-être brève, peut-être un peu plus longue, quelque chose comme un nouvel art de gouverner, ou en tout cas une certaine rénovation de l'art libéral de gouverner. La spécificité de cet art de gouverner, les enjeux historiques et politiques qui sont les siens, je crois qu'on peut les saisir, et c'est alors là-dessus que je voudrais m'arrêter quelques secondes, et puis après ça je vous libérerai, si on les compare avec Schumpeter. Au fond, ces économistes, que ce soit Schumpeter, que ce soit Röpke, Eucken, etc., ils partent donc tous, j'y ai insisté, j'y reviens encore, ils partent tous du problème weberien qui est la rationalité et l'irrationalité de la société capitaliste. Schumpeter, comme les ordolibéraux, et les ordolibéraux comme Schumpeter, et comme Weber, pensent que Marx, ou en tout cas les marxistes, ont tort de chercher l'origine exclusive et fondamentale de cette rationalité-irrationalité de la société capitaliste dans la logique contradictoire du capital et de son accumulation. Schumpeter et les ordolibéraux considèrent qu'il n'y a pas de contradiction interne dans la logique du capital et de son accumulation, que par conséquent, d'un point de vue économique, et purement économique, le capitalisme est parfaitement viable. Voilà, en gros, l'ensemble des thèses qui sont communes à Schumpeter et aux ordolibéraux. C'est là que la différence va commencer. Car pour Schumpeter, s'il est vrai que d'un point de vue de pur processus économique, le capitalisme n'est pas du tout contradictoire, et par conséquent, si l'économique dans le capitalisme est toujours viable. En fait, dit Schumpeter, historiquement, concrètement, le capitalisme ne peut pas se dissocier de tendances monopolistiques. Et ceci, non pas à cause du processus économique, mais pour des raisons qui sont les conséquences sociales du processus de concurrence,
C'est-à-dire que l'organisation même de la concurrence et la dynamique de la concurrence va appeler et appelle nécessairement une organisation de plus en plus monopolistique. De sorte que le phénomène monopolistique pour Schumpeter est un phénomène social, conséquent par rapport à la dynamique de la concurrence, mais pas inhérent au processus économique de la concurrence elle-même. Il y a une tendance à la centralisation, il y a une tendance à une incorporation de l'économie à des centres de décision de plus en plus proches de l'administration et de l'État. Ceci est donc la condamnation historique du capitalisme, n'est pas condamnation en termes de contradiction, condamnation en termes de fatalité historique. Pour Schumpeter, le capitalisme ne peut pas éviter cette concentration, c'est-à-dire ne peut pas éviter que s'opère à l'intérieur même de son développement une sorte de passage au socialisme, c'est-à-dire, puisque telle est la définition du socialisme pour Schumpeter, à un système dans lequel une autorité centrale va pouvoir contrôler les moyens de production et la production elle-même. Ce passage au socialisme est donc inscrit dans la nécessité historique du capitalisme, non pas par un illogisme ou une irrationalité propre à l'économie capitaliste, mais à cause de la nécessité organisationnelle et sociale qu'entraîne avec lui un marché concurrentiel. On passera donc au socialisme avec bien entendu un certain coût politique dont Schumpeter dit qu'il est lourd sans doute à payer, mais dont il pense qu'il n'est pas absolument impayable, c'est-à-dire qu'il n'est pas absolument insupportable ni incorrigible, et que par conséquent, on va vers une société socialiste dont la structure politique devra être évidemment hautement surveillée et élaborée pour éviter un certain prix qui est en gros le totalitarisme. C'est évitable non sans peine. Disons en gros que pour Schumpeter, ça ne sera pas drôle, mais ça arrivera, et si on y fait grande attention, ça sera peut-être moins pire qu'on ne peut imaginer. Donc, par rapport à cette analyse de Schumpeter, à la fois analyse du capitalisme, prévision historico-politique, à cette espèce de pessimisme, enfin de ce qu'on a appelé le pessimisme de Schumpeter, les ordolibéraux répondent. Et ils répondent en remontant en quelque sorte l'analyse de Schumpeter, et en disant, premièrement, ce coût politique dont Schumpeter dit bien qu'il va falloir le payer à partir du moment où on sera en régime socialiste. En gros, si vous voulez, cette perte de liberté. Ce coût politique, il ne faut pas croire, comme le pense Schumpeter, qu'il soit acceptable. Il n'est pas acceptable, pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas simplement les inconvénients adjacents à une économie de type planifié. En fait, une économie planifiée ne peut pas éviter d'être politiquement coûteuse, c'est-à-dire de se faire payer du prix de la liberté. Et par conséquent, il n'y a aucune correction possible, aucun aménagement possible ne pourra arriver à contourner ce qui est la conséquence politique nécessaire à la planification, c'est-à-dire la perte de la liberté. Et pourquoi est-ce que cette perte totale de la liberté est inévitable dans une planification? C'est tout simplement que la planification comporte une erreur économique ou une série d'erreurs économiques fondamentales et qu'il va falloir perpétuellement rattraper ces erreurs, et le rattrapage de l'erreur ou de l'irrationalité intrinsèque à la planification, ce rattrapage ne peut être obtenu que par la suppression des libertés fondamentales. Or, disent-ils, cette erreur de la planification, comment est-ce qu'on va pouvoir l'éviter? Justement, en faisant que cette tendance que Schumpeter a reconnue dans le capitalisme, et dont il a bien vu qu'elle n'était pas la tendance du processus économique, mais la tendance des conséquences sociales du processus économique, si cette tendance à l'organisation, à la centralisation, à l'absorption du processus économique à l'intérieur de l'État, et se trouve corrigée. Et se trouve corrigée précisément par une intervention sociale. À ce moment-là, l'intervention sociale, la Gesellschaftspolitik politique, cet interventionnisme juridique,
Cette définition d'un nouveau cadre institutionnel de l'économie, protégé par une législation proprement formelle, comme celle du Rechtsstaat ou du Rule of Law, c'est cela qui permettra d'annuler, d'éponger les tendances centralisatrices qui sont effectivement immanentes à la société capitaliste et non pas à la logique du capital. C'est cela qui va donc permettre de maintenir la logique du capital dans sa pureté, qui va permettre par conséquent de faire fonctionner un marché proprement concurrentiel qui ne risque pas de basculer dans ces phénomènes monopolistiques, ces phénomènes de concentration, ces phénomènes de centralisation que l'on a pu constater dans la société moderne. Et c'est ainsi que, du coup, on va pouvoir ajuster l'une à l'autre une économie de type concurrentiel telle que l'avaient définie ou problématisée, en tout cas, les grands théoriciens de l'économie concurrentielle, et puis eh bien, une pratique institutionnelle dont les grands travaux des historiens ou des sociologues de l'économie, comme Weber, etc., avaient montré l'importance. Droit, champ institutionnel défini par le caractère proprement formel des interventions de la puissance publique, et déploiement d'une économie dont le processus sera réglé sur la concurrence pure, c'est ça, en gros, qui est, aux yeux des ordolibéraux, la chance historique actuelle du libéralisme. Eh bien, je crois que cette analyse des ordolibéraux, ce projet politique, ce pari historique des ordolibéraux, il a été très important puisque c'est lui qui a tout de même constitué l'armature même de la politique allemande contemporaine. Et s'il est vrai qu'il existe bien un modèle allemand dont vous savez combien nos compatriotes sont... combien il effraie nos compatriotes, ce modèle allemand, ce n'est pas celui qu'on invoque souvent de l'État tout-puissant, de l'État de police, etc. Ce qui est le modèle allemand et ce qui se diffuse, ce n'est pas l'État de police, c'est l'État de droit. Et si je vous ai fait toutes ces analyses, ce n'est pas simplement pour le plaisir de faire un peu d'histoire contemporaine, c'est pour essayer de vous montrer comment ce modèle allemand a pu diffuser, d'une part dans la politique économique française contemporaine, et d'autre part aussi dans un certain nombre de problèmes, de théories et d'utopies libérales telles qu'on les voit se développer en Europe. Alors là, prochaine fois, d'une part de vous parler de la politique, certains aspects de la politique économique giscardienne, et puis d'autre part des utopies libérales américaines. Bon, alors simplement, je ne ferai pas mon cours mercredi prochain, simplement pour des raisons de fatigue, et puis pour reprendre souffle un peu, enfin pardonnez-moi. Donc je reprendrai le cours dans 15 jours. Le séminaire lundi prochain, mais le cours dans 15 jours. D'accord ?